Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 juillet, jour du défilé. Voilà, eh bien écoutez, moi pour célébrer ce jour, j'avais envie de vous commenter un thème, pas un thème de politique, avec cette actualité très sombre, toujours très lourde, dès qu'on entre dans le domaine de la vie politique. J'avais envie de vous parler du thème de Monsieur Claude Lelouch, qui va sortir son 51e film au mois de novembre de cette année. Et j'avais envie un petit peu de parcourir son thème avec vous. Voilà, c'est quand même un réalisateur, peu importe qu'on l'apprécie ou pas. Les thèmes sont tous intéressants à étudier, il n'y a pas à faire de sélection, de discrimination sur les thèmes. Tous les thèmes méritent la peine qu'on les étudie, qu'on les regarde. Et donc, Monsieur Claude Lelouch est né, comme vous le constatez, le 30 octobre 1937, à 2h15 à Paris 9. Voilà, ce qui fait de lui un natif du Scorpion avec un ascendant Cancer. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux quand on voit son thème? Eh bien, ce sont les fortes angularités. On a un thème à forte angularité. Nous avons un Pluton qui est angulaire à l'ascendant, un Saturne au méridien, conjoint au MC, une conjonction Jupiter-Mars angulaire à la cuspide de la maison 7, et enfin une Lune conjoint au fond du ciel. Nous avons donc l'axe du méridien, Saturne-Lune. Et ce qui est intéressant, c'est que Saturne et Lune sont respectivement Lune maîtresse de l'ascendant et Saturne maître de la maison 7. Le rapport de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, c'est le titre de l'un de ses films, Les uns et les autres. Donc, je suis, tu es, le rapport entre soi et son alter ego. Et enfin, on voit ces angularités-là qui sont très puissantes. On a Pluton qui est le maître de Soleil-Mercure, Saturne qui est la planète maîtresse à la fois de Jupiter et de Mars, Mars étant l'un des maîtres également du Scorpion, et puis en même temps, donc Jupiter, lui, qui est maître de Saturne, si on retient le fait que Jupiter était l'ancien maître du signe des Poissons. Et enfin la Lune, qui est maîtresse de l'ascendant, qui est alignée sur le fond du ciel. Une Lune en 4, toute fin signe de la Vierge, à 29 degrés 43. Voilà. Donc un thème à très très forte angularité et pas des moindres. Jupiter, Mars, Pluton, Saturne et la Lune, le maître d'ascendant. Alors quand on a déjà un thème avec des angularités pareilles, établir une dominante, là c'est assez compliqué, puisque Pluton, moi je serais tenté de lui donner une dominante de Pluton. Pluton est angulaire à l'ascendant, il est quand même le maître du Soleil, de Mercure. Mercure, quant à lui, est quand même le maître de la Lune, qui est maîtresse ascendant, et de Neptune. Je est également maître de Saturne. Je serais donc enclin à lui donner Pluton comme premier maître. Et si on vérifie avec les dominantes du logiciel Olympia, on va voir. Alors Olympia lui donne Mercure. Bon. Et moi, dans mes calculs, vous voyez, je lui donne Pluton, qui arrive avant Neptune, et Jacques Berton lui donne également Neptune en premier. Voilà. Donc, vous voyez, on s'entend jamais sur les dominantes en astrologie, je vous rassure. Le calcul de la dominance est toujours l'objet d'une très très grande discussion, et c'est vrai que c'est toujours très difficile de trancher. Il y a des thèmes où c'est une évidence, on a vraiment une planète qui va l'emporter. Et puis après, on en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Et je ne vais pas vous dire que c'est mon calcul de dominante qui prévaut, parce que après tout, dire qu'il puisse avoir une dominante de Saturne, c'est pas non plus une idiotie, et une dominante de la Lune non plus, même si elle n'est pas apparue. Et de Mercure, on peut le comprendre aussi, puisque Mercure maîtrise la Lune et Neptune. Bref, c'est pas évident. Mais tout au moins, on a de fortes angularités. Ça veut dire que toutes ces planètes, Pluton, Saturne, Jupiter, Mars et Lune, sont des planètes valorisées dont il faut tenir compte. Et si on regarde par exemple la chaîne planétaire, tenez. Alors comme vous le savez, je travaille toujours en direct avec vous, je ne regarde jamais rien avant, de manière à être dans la découverte comme vous, dans l'instant. Alors chaîne planétaire, voyons voir.
Mais vous voyez, dans la chaîne planétaire, c'est intéressant. On a Jupiter-Saturne qui arrive en premier. Hein, intéressant. Vous voyez, là. Hein, si on s'amuse à tout faire coïncider, hein, hop là, on va distribuer la chaîne comme on veut, là. On a Vénus, qui c'est intéressant, qui est indépendante, qui est complètement libre. Vénus est en balance dans son thème, et Vénus est totalement indépendante. C'est très intéressant. Elle est libre. Et si on fait intervenir les transpersonnels, ça va changer de registre. On va avoir Pluton qui devrait arriver en premier avec le Soleil, normalement. Alors, voyons voir. Et là, effectivement, vous voyez, Pluton, nombre d'émissions avec le Soleil. Alors, pour vous montrer ça correctement, ça va pas être facile, là. Ça va me demander de vous faire un gros nettoyage. Mais je pense qu'on va pouvoir y arriver. On va voir, voilà. On va faire comme ça. Ici, on va essayer de vous faire un petit nettoyage correct. Intéressant, Vénus-Uranus, hein, qui sont là isolés. Vous voyez, on a donc à égalité Soleil-Pluton, hein, qui arrive là. Hein, puisqu'en réalité, ça doit se lire comme ça. Voilà, au niveau des maîtrises, voilà. Voilà, j'essaye de vous faire quelque chose de propre, que vous puissiez quand même vous y retrouver dans cette fichue chaîne planétaire qui donne toujours des informations intéressantes. Hein. Je vous invite à la faire quand même, la chaîne planétaire. Ça donne des informations précieuses. Voilà un petit peu. Vous voyez, chaîne planétaire, Pluton-Soleil, il y a une réception mutuelle. Hein. Soleil-Pluton, voilà. Et c'est intéressant, hein, l'un maîtrise l'autre. Et puis après, on a Vénus-Uranus qui sont à part. Et là, ça marque son indépendance, sa singularité, son originalité en tant que réalisateur. Alors, on va revirer la chaîne planétaire. Vous voyez, on a le Soleil qui est en haut et on a Jupiter-Mars en bas. Hein. On a l'axe 1-7, en fin de compte, là, qui englobe la totalité. Vous voyez également Pluton qui est à l'ascendant, là, hein, et Jupiter-Mars en 7. Et vous voyez, on a l'encadrement. C'est intéressant aussi à noter. Alors, je reviens maintenant au thème de M. Claude Lelouch. Alors, Pluton-Lion, hein. Ce qui est significatif chez lui, c'est cette conjonction Soleil-Mercure opposée à Uranus, qui en fait quelqu'un de totalement indépendant, quelqu'un de totalement singulier, et quelqu'un qui a une façon de mettre en scène, d'organiser ses tournages, d'une façon très singulière. Il fait toujours 3 plans. Un plan classique, où on respecte scrupuleusement le scénario. Ensuite, un autre plan où il souffle à ses acteurs ce qu'ils doivent dire, mais dans l'instant hein, où on tourne la scène. Hein. Les acteurs prennent place et ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, et c'est lui qui leur souffle ce qu'ils doivent dire. Ce qui fait que l'acteur est dans l'instant et dans la spontanéité. Et puis après, il y a un 3e plan où les acteurs sont libres. Il ne leur donne aucune consigne. Il les laisse totalement libres. Et de ces 3 plans, après, il fait une synthèse au montage. Vous voyez, donc, il y a quand même là une façon de tourner et une singularité très intéressante qui, à la fois, respecte, premier plan, scrupuleusement le scénario, Saturne. On reste à l'organisation. Ensuite, l'improvisation, la totale liberté. Soleil-Mercure opposé à Uranus. Total. Et ça, on retrouve là, vous voyez, la composante Saturne-Uranus. Au départ, respect du script, et puis après, tout de suite, on s'en éloigne et on apporte une part de liberté, d'indépendance dans, je dirais, l'expression Mercure, donc qui est à la fois le maître de Neptune, de la Lune, qui est la planète de l'ascendant, hein, et qui conjoint évidemment au Soleil, le Soleil étant maître de Pluton. Donc on a là une signature très importante, en plus Soleil-Mercure sur la pointe de la maison 5, hein, la maison 5 est une maison qui est liée à la création. Hein. Donc on a là déjà un élément qui est très significatif et très parlant de M. Claude Lelouch. Ensuite, on a cette conjonction Jupiter-Mars qui est intéressante, elle est en Capricorne, sous la maîtrise de Saturne. On pourrait dire qu'il y a une réception mutuelle entre Jupiter et Saturne, si on met Jupiter le maître des poissons. Jupiter-Mars est une conjonction de puissance, hein, quand même. Hein. Jupiter qui est une planète expansive,
Saturne, une planète quand même de feu. On a une planète d'air et une planète de feu qui sont liées l'une à l'autre. L'air attise le feu. Certes, ça se passe en Capricorne. Alors on dit que Jupiter en Capricorne, il est en chute, mais Mars, il est en exaltation. Mais il faut toujours relativiser la technique des chutes et des exaltations. Vous savez, ça demande à être analysé avec beaucoup de prudence. Et on voit que cette conjonction Jupiter-Mars est au trigone de Neptune, lequel Neptune est le maître de Saturne. Alors Jupiter, Mars, trigone Neptune, on est dans quelque chose d'expansif. On n'est pas dans de l'étroit. Sauf que ça se passe en signe de terre. Donc tout est quand même contrôlé. Neptune, qui marque l'intuition, qui est plutôt une planète de relâchement, eh bien elle est sous la maîtrise de Mercure. Le Mercure vierge, analytique. Et puis Jupiter-Mars sous le contrôle de Saturne. Donc on voit que chez monsieur Claude Lelouch, même s'il y a une grande part qui est laissée à la liberté, il n'en demeure pas moins que, au départ, tout est savamment étudié et tout est savamment quand même sous contrôle. Il y a quand même en arrière-fond un contrôle constant. Mais c'est pas un contrôle, je dirais, comment pourrais-je vous dire, un contrôle raide. Vous voyez, il n'y a pas à sortir de là. Vous voyez, non, pas du tout. Il y a à la fois cette structure qui est très forte, il sait très bien ce qu'il veut, il sait très bien où il va. C'est la maîtrise, là. Ça marque aussi une forte ambition. Ça, on le sait, un Saturne 10, c'est de l'ambition. C'est la capacité à mener à bien ses objectifs, etc., etc. Et on a après cet Uranus qui apporte sa note de liberté et d'indépendance. Et de singularité, surtout. On notera également qu'on a une Vénus en balance. Alors, elle est très bien, Vénus en 4 en balance. Alors, vous savez que j'ai toujours l'habitude de dire que le fond du ciel, la maison 4, marque l'ascendant occulte. C'est la part intime d'un être profonde qu'il cache profondément. Et donc, si on revient à la 4 qui parle de l'enfance, bien d'origine juive, et sa maman, durant la guerre, l'occupation, le cachait dans les salles de cinéma. C'était l'époque où il y avait des cinémas de quartier, où il y avait ce qu'on appelle le permanent, c'est-à-dire qu'un film s'arrêtait, il était reprojeté quelques instants après, ce qu'on appelait le cinéma permanent à l'époque. Et la mère de Claude Lelouch le mettait dans les salles de cinéma pour qu'il soit tranquille. Et c'est comme ça qu'il va commencer à être sensibilisé au cinéma, et c'est comme ça que va se créer sa vocation. Vous savez, en astrologie, comme je vous le répète sans arrêt, il faut coller au terrain, il faut contextualiser. Il ne faut jamais oublier que le symbole s'exprime en fonction du contexte dans lequel un natif évolue. C'est extrêmement important de toujours avoir ça présent à l'esprit. L'astrologie n'est pas un art divinatoire. Ne vous lancez pas dans une interprétation née au vent, parce que ça va vous mener à des catastrophes. Alors de temps en temps, vous aurez des moments de grâce, comme ça arrive, mais bien souvent, vous allez vous prendre des poteaux télégraphiques. Donc tenez toujours compte du contexte. Et là, on a une Vénus en balance, en 4, qui est libre. Regardez cette Vénus. Elle n'a pas d'aspect, tout au moins d'aspect majeur. Elle est complètement libre et elle est maîtresse en plus de la maison 11 et elle est également maîtresse d'Uranus. Donc on voit qu'il y a ce fond vénusien chez lui indéniable qui existe là. Alors ensuite, un thème pareil, on voit qu'il y a une telle densité, une telle concentration qu'on peut dire que c'est un thème qui peut à tout instant imploser. On se dit mais comment arriver à vivre une telle densité? Alors Claude Lelouch est un homme qui prône d'être toujours dans l'instant présent, qui prône toujours l'état de surprise. Soleil-Uranus opposé à Soleil-Mercure opposé à Uranus. C'est un homme qui aime aller de l'avant, c'est le cas de le dire, qui, comment dirais-je, a besoin sans arrêt de renouveau, et de se remettre sans arrêt en question sur lui-même. Ce Pluton angulaire à l'ascendant, il est né sous l'intersigne Saturne-Pluton. Vous voyez là le trigone. Et il a besoin aussi sans arrêt de se remettre en question. Il est passé par des grandes épreuves, des grandes crises dans sa vie. Cette Vénus en balance et ce Soleil-Mercure pointe de 5, il est le père de 7 enfants qu'il a eu avec 5 compagnes différentes.
Hein. Bref, une vie évidemment tumultueuse, une vie qui est toujours sujet à des volte-face, des revirements. Avec un thème pareil, on ne peut pas avoir une vie confortable. C'est pas un homme de confort, en fin de compte. Quand j'entends confort, je parle pas du confort matériel, hein, s'entend. Hein. Ça, je parle du confort intérieur, psychologiquement. On voit que c'est un homme qui a besoin de challenge. Jupiter, Mars, hein, c'est de la surpuissance. Pluton angulaire à l'ascendant, au trigone d'un Saturne et une conjonction Soleil-Mercure en Scorpion, plutonienne opposée à un Uranus, c'est un homme qui a sans arrêt besoin d'aventure, besoin de se remettre sans arrêt en question. C'est un homme qui coupe la ligne jaune sans arrêt. Et à ce propos, je voudrais vous montrer un extrait d'un court-métrage qu'il a réalisé le 15 août 1976 à 5h30 du matin. Il est monté à bord d'une Mercedes, il est parti des boulevards périphériques et il a traversé Paris jusqu'à la butte Montmartre. Le titre du court-métrage, c'était un rendez-vous. Je vais vous en montrer un court extrait, je ne vais pas vous imposer les 8 minutes 20, je vous rassure, mais je trouve que cet extrait-là condense, résume très bien ce qu'est au fond Claude Lelouch. Vous allez voir. Et donc il est parti du boulevard périphérique de Paris. Il est monté à bord d'une Mercedes avec un caméraman à bord. Il a donc traversé une partie de Paris. Il n'a demandé aucune autorisation. Hein. Alors voilà, un petit démarrage d'extrait pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Voilà, alors voyez, voilà. Voilà le démarrage. Vous voyez? Et c'est comme ça pendant 8 minutes 30. Absolument dément. Hein. Donc, il ne respecte pas les feux rouges, l'essence interdite, les lignes jaunes, il roule sur le trottoir, il évite des piétons, bref, un truc de fou. Et je trouve que ça résume très bien, à la fois aussi, quelque part, les pulsions de mort qui peuvent l'habiter, par ce Pluton l'ascendant, sa valeur de Scorpion et cette conjonction Jupiter-Mars en Capricorne, cette prise de risque, ce côté extrême, Soleil-Mercure-Scorpion opposé à Uranus. Je trouve que, et ce moment d'être dans l'instant, parce que là, il faut être concentré sur l'instant présent, il ne faut pas faire preuve d'inattention et de faute de concentration, parce que c'est l'accident, et l'accident peut être mortel. Voilà. Et je voulais donc vous montrer ce court extrait. Alors vous irez sur Google et vous trouverez « C'était un rendez-vous Claude Lelouch » et vous le verrez jusqu'au bout. Voilà. C'était juste pour vous montrer que... Alors ce court-métrage, il en a eu l'idée. Il lui restait 300 mètres de pellicule 35 mm et 300 mètres de pellicule, ça correspond à 10 minutes de film. Il ne savait pas quoi en faire, il ne voulait pas les rendre et il a eu cette idée, complètement dingue, d'un homme qui avait un rendez-vous amoureux. Et pour lui, la ponctualité, hein, c'est extrêmement quelque chose de très très important, surtout lorsque l'on a quelqu'un qui vous aime et que l'on aime qui vous attend. La ponctualité, ça correspond bien à ce Saturne qui culmine, qui maîtrise Jupiter-Mars en Capricorne. Donc c'était son argument de départ, et ça a donné ce court-métrage qui a fait le tour du monde. C'est un court-métrage qui a fait le tour de la planète et qui est sans arrêt remontré. Alors il n'a pas demandé à un cascadeur de le faire à sa place, puisqu'il n'a rien respecté, il n'a demandé aucune autorisation, il ne pouvait pas mettre en jeu la carrière et même la vie d'un cascadeur, donc il a pris lui-même le risque, il s'est impliqué lui-même, Soleil-Mercure oppose à Uranus, et puis ce côté Scorpion, habité quand même par les pulsions de mort, Jupiter-Mars, 7, Scorpion avec le Pluton angulaire à l'ascendant, un côté je brave la mort, même pas peur, hein, et je trouve que ça résume vraiment fondamentalement ce qu'est Claude Lelouch. Une vie avec des prises de risque, même sur ses films, hein, il y a eu des prises de risque, sa façon de concevoir la réalisation également.
Il est l'auteur aussi de beaucoup de ce qu'on appelait des scopitones à l'époque. Hein. C'était l'ancêtre des clips. Il a fait des scopitones pour Sheila, Johnny Hallyday également. Il a sur le plan Vénus-Balance, là, il a quand même une diversité sur le plan de la création qui est énorme. Vénus étant maîtresse de la maison, ce qui marque les appuis, les amis, avec un Uranus qui est à l'intérieur. Vous voyez, donc, on voit qu'il y a Vénus ayant Uranus sous son contrôle, donc on a à la fois cette note d'originalité vénusienne qui s'exprime. Alors la Lune, elle, qui est importante puisqu'elle est maîtresse de l'ascendant, elle est en Vierge, vous voyez, au trigone de Jupiter et de Mars, vous voyez, donc c'est la Lune, maître du moi profond, qui marque les forces de l'inconscient dans le signe de la Vierge. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, avec cette conjonction Lune-Neptune qui peut être une conjonction de contemplation, de relâchement, mais ça se passe quand même dans le signe de la Vierge. On est dans le secteur 3 qui est un secteur qui est lié à l'expression. Vous voyez, donc il y a là cette part un peu d'inspiration, on va dire d'intuition, hein, mais c'est sous contrôle de Mercure. Donc il sait toujours là où il va et il garde toujours le contrôle. C'est ça qui est intéressant. Et à la fois cette inspiration, cette ouverture, Lune-Neptune, mais en même temps dans le signe de la Vierge, donc sous le contrôle d'un Mercure, et un Mercure Vierge, donc un Mercure qui va couper les cheveux dans le sens de la longueur, qui va prendre en considération le moindre détail. Et ensuite, ce Mercure-là va être au service des valeurs de Pluton, et il va devoir collaborer avec Uranus. Et là, on est des valeurs urano-plutoniennes, et on peut dire que là, on est dans quelqu'un, évidemment, qui va... Comment pourrais-je dire? D'ailleurs, vous constatez que Pluton et Uranus sont les deux planètes qui sont au lever de son thème. Uranus étant de surcroît le maître de la maison 8 qui ramène les valeurs scorpions, mais des valeurs également de prise de risque. On voit que c'est un homme qui ne peut pas s'installer dans le confort. Alors cette opposition Saturne-Lune, on peut dire que c'est une opposition de frustration. Vous voyez, donc il y a aussi ce besoin à un moment donné de se dégager de cet axe de tension, Saturne-Lune, quand même, opposition exacte, 29-50, 29-29, 29-14, vous voyez, c'est une opposition quand même très forte, qui fait intervenir, comme je vous le disais, le maître d'ascendant et le maître de l'ascète. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a certainement besoin de temps en temps de rompre, et pour arriver à sortir de cette ligne de frustration qui est quand même sur le méridien céleste, qui est quand même la colonne vertébrale d'un thème et qui est très important, eh bien, il a ces échappées qui vont passer par Pluton. Et également par Jupiter-Mars. Donc, Pluton, il a tourné Les Misérables, qu'il a réadapté à sa façon, Uranus. Les uns et les autres. Je vais pas vous citer tous ces films. L'aventure, c'est l'aventure, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même, avec toute la clique, Lino Ventura, Jacques Brel, enfin bref, il y a quand même, il a fait des films tout de même qui sont marqués par une originalité. Alors bon, comme je vous l'ai dit, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas ne pas reconnaître qu'il y a une signature Lelouch dans tous ces films. Voilà. Et les comédiens, tous les comédiens s'accordent pour dire que travailler avec lui, c'est toujours un moment d'inattendu et de surprise, parce que quelquefois, quand ils arrivent sur le tournage, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Il peut très bien réécrire la veille une scène. Il y en avait un qui bossait un peu comme ça aussi, c'était Godard. Godard qui avait une valeur uranienne également très très forte. Voilà. Alors après, le côté Scorpion, il est intéressant parce que il est dans le paradoxe du signe, il ne veut pas connaître son avenir, surtout pas. Pour lui, le passé est mort, le futur, il sera ce qu'il sera, et lui, il veut à tout prix être dans l'instant présent. C'est ça qui lui importe. Donc on est quand même dans cette valeur de Saturne. Mais il a quand même... il dit que le hasard est toujours plus intelligent que la réalité. Donc quelque part, ça veut dire qu'il ne croit pas au hasard. Même si il va dire que il a sa façon à lui, si vous voulez, de l'interpréter.
mais j'aime bien, le hasard est plus intelligent que la réalité, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, et ça veut dire qu'il faut savoir le saisir, donc à être dans l'instant. Donc il y a une forte... il y a à la fois beaucoup de secondarité chez lui, mais il y a quand même une forme de primarité par cette opposition Soleil-Uranus, qui l'aide évidemment à se dégager tout de même d'un thème d'une très grande densité intérieure. Alors là, en termes de transit, il a... Alors, au niveau des directions secondaires, il faut noter quand même le retour de Mars là, sur son Saturne natal, tout de même, avec le retour de Saturne sur Saturne, qui s'oppose à sa lune natale, tout de même. Hein. Et puis en termes de transit, il a le cycle Saturne-Neptune, là, qui va revenir sur son Saturne natal vers la fin de l'année, là, avec un Mars en direction secondaire qui transite dessus. Bon, c'est un moment pour lui, évidemment, il faut quand même qu'il fasse attention avec ce transit de Saturne-Neptune à l'accumulation opposée à sa lune natale, là. Mais l'homme est quand même coriace, hein. Donc c'est au trigone de son Pluton natal, tout ça, vous voyez. Hein. Mais il a le cycle Saturne-Neptune, donc on peut penser que son 51e film là, qui va sortir, il va le sortir sous le transit de Saturne. D'ailleurs, intéressant à noter, quand il a fait Un homme et une femme, c'était en 1966, si ma mémoire est bonne, et qu'il a eu la Palme d'Or et puis après l'Oscar, c'était au moment du retour de Saturne sur son Saturne natal. Hein. Un homme et une femme, c'est ce qui l'a complètement lancé. Hein. Un film fait avec un tout petit budget, hein, et qui a eu un succès phénoménal. Hein. Alors, l'homme a beaucoup voyagé, hein, Neptune 3, hein, l'axe quand même 9. Il est allé en Russie quand il était très très jeune, filmé. Bref, il a énormément aussi voyagé, hein. Énormément. Il a fait des courts reportages. Bref, il a tout de même un vécu, un champ d'expérience sur le plan à la fois personnel et cinématographique qui est assez important. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire sur le thème de Claude Lelouch, que je trouve très intéressant sur un plan astrologique, puis après ce qu'il en a fait, ce qu'il a réussi à extraire, parce que c'est un thème qui marque une forte ambition, c'est vrai, mais bon, après quelle orientation va prendre cette ambition, c'est pas évident à dégager de prime abord. Hein. On a une Vénus, c'est vrai, mais elle est en 4, hein. Il faut aller la chercher, hein, cette Vénus, mais c'est vrai que tout part de son enfance. Sa mère le cache dans les salles de cinéma. Vous voyez, Vénus en 4, en balance, tout part de là. Tout va se cristalliser durant son enfance. C'est là où il va... Et puis il explique aussi qu'il resquillait, c'est-à-dire que c'était l'époque donc du cinéma permanent, comme je vous le disais. Moi je connais bien ça parce que ma mère a été ouvreuse dans les salles de cinéma de quartier, et donc quelque part, je ne vais pas dire que je m'identifie à Claude Lelouch, mais le cinéma a contribué beaucoup à ma culture. J'ai vu énormément de films, mais moi je pouvais les voir tranquillement, alors que lui il resquillait, il rentrait par les sorties de secours, donc il rentrait alors que le film avait commencé, et il était obligé de partir à la fin. Donc souvent il explique qu'il ne voyait ni le début ni la fin des films. Donc c'était son imagination qui créait le début du film et la fin, parce qu'il était obligé de partir, parce qu'il y avait des contrôles dans la salle, pour voir s'il n'y avait pas des gens qui resquillaient. Vous voyez ? Bon, alors on est dans le côté aussi un petit peu déjà Soleil, Mercure, Scorpion, vous voyez, on coupe la ligne jaune, hop, hein, c'est un côté iconoclaste, hein, ça peut avoir un côté complètement borderline et marginal, hein, cette opposition Soleil-Mercure, donc il resquillait, bon, et puis il partait avant la fin. Mais tout se cristallise dès l'enfance, hein, c'est intéressant, hein, vous voyez, hein, comme quoi... l'enfance est toujours déterminante, et il y a la lune, en plus le maître d'ascendant qui est au fond du ciel, vous voyez, la participation quelque part inconsciente de la maman qui plaçait le fiston dans les salles de cinéma, et puis ce maître du moi profond qui n'est qu'autre que la lune qui est une planète d'affectivité, aussi de sentiments, j'ai oublié de vous en parler, et qui est la planète de son ascendant, donc c'est aussi quelqu'un qui a la part affective est très importante aussi dans tout ce qu'il fait, et tous ces films quand même parle des rapports humains, c'est clair, hein, maître d'ascendant, maître de la maison 7, qui sont sur l'axe de méridien, mais il y a toujours quand même, dans ces films de l'humour, et une note d'espoir, toujours, on ne sombre pas
dans le monde de Pluton. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sa société de production, il voulait l'appeler... comment ça s'appelait? La société de l'Apocalypse. Je crois qu'il y avait le mot Apocalypse dans le nom de la société qu'il voulait créer. Ça relève bien de Pluton. Et puis l'avocat avec qui il était en train de faire les termes, il a dit, écoutez, vous ne pouvez pas appeler votre société... Je ne sais plus quel était le terme qui accompagnait, mais il y avait le mot Apocalypse. Et puis il lui a dit, écoutez, aujourd'hui, on est le 13 du mois. Il est 13 heures. Claude Lelouch, il y a 13 lettres, vous allez l'appeler les films 13. Et Claude Lelouch a accepté. Mais le chiffre 13, chez nous, on dit que c'est un chiffre qui porte malheur. Donc on en revient un petit peu à la notion d'apocalypse. C'est très marrant quand on réfléchit un petit peu à tout ça. Ça, c'est une anecdote que je vous raconte, mais j'avoue qu'elle est intéressante. Vous l'appelez sa société, je crois, les films de l'apocalypse, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça s'appelle les films 13, de 13 à l'apocalypse. Si on tient compte que... Alors c'est pareil. Soit on tient compte de la signification propre de l'Apocalypse qui marque la révélation, on est dans Uranus, ou alors on est dans cette vision dévoyée du terme qu'on a donné Apocalypse, qui est l'enfer. Voilà. Et là, on retrouve encore Pluton et Uranus. Tout dépend quel bord on prend. Et lui, quand même, dans ces films, je trouve qu'il est plutôt du versant d'Uranus, quand même. Voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter ici mon très très long bavardage, je trouve, que j'ai fait sur Claude Lelouch. J'espère que ça vous intéressera. Bon, il n'y a pas eu un fil conducteur réel, mais une interprétation de thème, c'est comme une vie. Il y a des accidents, il y a des ruptures, il y a des angles. Voilà. Le thème, c'est le scénario d'une vie aussi. Et l'astrologue, il n'a pas contrôle sur le scénario d'une vie. Il faut qu'il essaye au mieux de lire et d'interpréter ce scénario. Voilà. Comme je dis... Nous ne sommes que les interprètes de cette partition musicale céleste, et le premier interprète avant, c'est le natif du thème. Nous, on n'est que des accompagnateurs. On n'est même pas un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est le natif. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable lundi du 14 juillet. Je vous remercie de votre attention. Et puis, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures célestes. Voilà. Et puis pour les nouveaux venus, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce, comme ça référence la vidéo dans le fil de l'actualité. Et puis, je vous dis à très bientôt.